Bonjour à tous. En complément de ce que nous avons déjà fait dans le cadre du cours chaîne de numérisation, je voudrais vous présenter aujourd'hui un projet spécifique de numérisation pour attirer votre attention sur un certain nombre de problèmes qui se posent au moment où on prépare la numérisation d'un document du XVIIe ou du XVIIIe siècle ou auparavant du XVIe ou en tous les cas un document ancien. Alors, je vous demande par avance d'être un petit peu indulgent quant à la qualité du son que je vais produire, puisque, je suis en train de faire ce PowerPoint avec, de filmer mon PowerPoint avec Meet, ce qui veut dire que, je vais parler d'une traite et donc il se peut que je balbutie, il se peut que je me reprenne. C'est du discours, direct, si je puis dire, qui n'a pas été, préparé. Je préfère le faire ainsi puisque vous allez voir qu'à un moment donné dans la présentation, j'ai besoin d'avancer d'une diapositive à une autre, ce qu'on ne peut pas faire avec un PowerPoint commenté. Alors, donc, quelques explications de ce que je veux vous montrer aujourd'hui. La première chose, c'est, je vous rappelle les étapes du processus de travail sous Transcribus. Donc, si tout s'est bien passé, si on a avancé comme il faut, vous avez déjà vu ces étapes avec moi en cours. Donc, la première étape, c'est de charger le document en numérisé. Ensuite, de demander à Transcribus de faire une reconnaissance des zones et des lignes. Ensuite, il faut définir un échantillon pertinent pour effectuer la transcription. Et c'est principalement sur cette étape que l'on va se focaliser aujourd'hui. Ensuite, on transcrit l'échantillon. À partir de l'échantillon, on va entraîner un modèle. On va appliquer le modèle. On va corriger les sorties du modèle. Et on réapplique le modèle, on réentraîne et on réapplique pour obtenir un résultat meilleur. On peut refaire ces 2 dernières étapes à plusieurs reprises, mais en général, au bout de la du 2e passage, on n'obtient pas un gain significatif de qualité. Donc en gros, ça marche avec 2 étapes. Nous, on va donc parler aujourd'hui de la définition de l'échantillon et je vais vous donner un exemple concret d'un projet sur lequel je suis en train de travailler. C'est le projet du dictionnaire universel. En fait, on parle du dictionnaire universel, mais en réalité, il faudrait parler des dictionnaires universels puisqu'il y en a eu plusieurs. Le premier d'entre eux est publié à la fin du XVIIe siècle par Antoine Furtière. Il existe des dictionnaires du français auparavant, mais ce sont des dictionnaires plus sommaires ou bien qui ont des objectifs très différents. Par exemple, on a, dès le XVIe siècle, pendant la période humaniste, on a des dictionnaires, mais qui visent à expliquer comment on peut traduire tel terme latin en français ou bien à quel terme latin correspond à telle notion du français. D'autres dictionnaires sont des dictionnaires pour des étrangers. Ils doivent apprendre le français, donc on leur présente les mots les plus courants en français. L'ambition de créer un dictionnaire universel, donc qui va recenser vraiment tous les mots de la langue, ou du moins qui va essayer de couvrir tous les domaines de la langue, alors cette ambition commence avec le XVIIe siècle et l'établissement de l'Académie française. Toutefois, l'Académie française avance très très lentement. Dès sa création, dans les années 1630, elle a été chargée de créer ce dictionnaire universel. Et donc, à la fin du XVIIe siècle, on n'est toujours pas, on n'a toujours pas de résultats, hein. Et on est même très peu avancé. On est sur les premières lettres de l'alphabet. Alors, un des académiciens, Antoine Furtière, qui est exaspéré de ces lenteurs, qui est exaspéré également d'un certain nombre de choix lexicaux qui sont faits par les académiciens, se met à travailler par soi-même et il réussit à produire tout seul un dictionnaire universel dont je vous donne une partie du titre. On va le voir plus largement sur la diapositive suivante. Donc, dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots français, tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts. Et cela crée un scandale. Ça crée un scandale puisque les autres académiciens considèrent qu'ils ont été volés, que Furtière s'est approprié leur travail. Alors Furtière se bat pendant les dernières années de sa vie
pour essayer de démontrer que ce n'est pas le cas et c'est vrai, ce n'est pas le cas. Sa façon de définir les mots est différente de celle de l'académie. Ses choix d'inclure des mots dans le dictionnaire ou d'en exclure sont extrêmement différents des principes adoptés par l'académie. Quoi qu'il en soit, disons qu'il perd la bataille puisqu'il ne réussit pas à publier son dictionnaire en France, heu, de son vivant et finalement, son dictionnaire va être publié à l'étranger, aux Pays-Bas, où il y a une forte communauté française. Je vous rappelle que suite à la révocation de l'édit de Nantes, beaucoup de Français protestants ont immigré vers les Pays-Bas et donc il publie ce dictionnaire de manière posthume aux Pays-Bas en 1690. C'est un dictionnaire qu'il a fait tout seul, comme je l'ai dit, heu, donc il va être très personnel et il va y avoir plein de lacunes, plein d'erreurs. C'est un travail monumental effectué par un seul homme. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait tous ces problèmes. Pour, information, il va passer encore du temps, hein. Le dictionnaire, de l'Académie française ne va apparaître qu'en 1692. Donc c'est Furtière, incontestablement, a accompli un travail absolument phénoménal en réussissant à publier aussi rapidement et tout seul un dictionnaire qu'un groupe de 40 intellectuels des plus éclairés de leur temps n'ont pas réussi à réaliser, tout seuls, avec la même vitesse. Comme le dictionnaire est très personnel, et il a des lacunes, malgré son succès immédiat. Il est effectivement acheté par tout le monde, c'est un vrai succès de librairie, donc malgré son succès immédiat, les éditeurs des Pays-Bas, se rendent compte qu'il va falloir le réviser. D'autant plus qu'entre-temps, comme je vous l'ai dit, l'Académie française a publié son propre dictionnaire. Donc s'ils veulent rester compétitifs, Reinoud et Reinier Lers, c'est eux les éditeurs hollandais du dictionnaire universel, ont besoin de réaliser une révision très importante du dictionnaire. Et il charge de cette révision, il charge dès la fin des années 1690 un émigré français, Henri Banage de Beauval, qui n'est pas lexicographe, ça n'existe pas à cette époque-là, il est avocat. Il accepte ce travail de révision qu'il commence à faire donc à partir de 1695. Au début, la révision, il s'agit vraiment juste de corriger les erreurs de langue de Furtière. Mais Banage de Beauval se rend compte que le dictionnaire a besoin vraiment d'une réécriture. J'entre pas dans les principes et les détails de cette réécriture, mais sachez donc que le dictionnaire va, en fait non, c'est mal dit qu'il triple en volume, mais on va voir qu'il y a un tiers, hein, de plus qui lui est ajouté. Banage lui-même, d'ailleurs, sait que sa révision n'est pas parfaite. Une deuxième version paraît en 1702 et puis plus tard, en 1708, il commence à travailler à, une nouvelle version. Malheureusement, il meurt avant de l'avoir terminée, donc il y a une version de 1708 et il y a une 5e version qui est prête, mais il meurt avant de l'avoir terminée. Et cette 5e version va être, retravaillée beaucoup plus tard, en 1725, par Blutel de la Rivière, qui lui-même va publier 2 versions du dictionnaire universel, en 1725 et puis en 1727. Pourquoi je vous donne tout cet historique? Parce que ces objets, ces dictionnaires sont extrêmement intéressants dans une perspective moderne pour qu'on comprenne comment la langue du XVIIe et du XVIIIe siècle a évolué. Les dictionnaires, comme il y en a plusieurs variantes du même texte, eh ben, ça me permet de voir pratiquement au fil de l'eau le changement de la langue. Donc, on a besoin de numériser tout. Mais numériser tout, on parle de volume de pages extrêmement importants. Et donc, déjà, l'acquisition du texte en format texte pose problème. Donc, on va utiliser Transcribus pour cela. Je vous ai apporté ici une diapositive pour vous montrer donc à quoi ressemblait ce dictionnaire universel. D'ailleurs, cette première page va rester assez stable. Bon, il y a des différences intéressantes, mais elle va rester assez stable entre Antoine Furtière, dont vous voyez ici le portrait, et puis Banage de Beauval et Blutel de la Rivière. Donc vous voyez que c'est un très long titre, c'est une véritable réclame en fait, cette page de titre. On a un dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et les arts, à savoir la philosophie, la logique, la physique, la médecine, la pathologie, la thérapeutique. Donc je ne vais pas tout lire,
mais vous voyez que c'est vraiment un menu très complet. Furtière veut montrer que, à la différence de l'académie qui s'occupe du bel usage, lui, il s'adresse vraiment à tous les domaines de la langue. Quelques mots également à propos des changements qu'apporte Henri Bernache de Beauval. Donc là, je vous avais dit, le dictionnaire gagne un tiers de texte. On passe de un peu plus de 2000 pages, 2162 très précisément, à plus de 3000 pages, hein, 3200 presque. Et voici un exemple de modification. J'ai choisi au hasard la lettre L et vous voyez qu'il y a un code couleur. Donc tout ce qui est en vert a été ajouté par Banage par rapport à Furtière. Et vraiment, ce sont des termes qui ne figuraient pas. Par exemple, le mot lettré, le mot lettrine, ça n'apparaissait pas chez Furtière. Le vente, le cacanta, le casse, le coyum, le coma, le coflegmatie, tout ça, Furtière n'en rend pas compte. On ne sait pas s'il les connaissait ou ne les connaissait pas, mais en tous les cas, il ne les met pas dans son dictionnaire. Alors, on a aussi un cas, par exemple, de lestage. En fait, Furtière a le mot lestage, hein, mais Banage va considérer qu'il y a un deuxième sens, qui est un homonyme de lestage, donc qu'il va ajouter dans son dictionnaire. Alors, vous n'avez pas à l'écran l'exemple d'un troisième type d'entrée où il fait juste un renvoi, il ajoute un mot, il ajoute une vedette, mais il dit pour ce mot, voyez la définition de tel autre mot. Donc, c'est aussi une façon de faire grandir le dictionnaire. Juste, tout ceci, c'est juste pour vous montrer un petit peu en général, quels sont les défis posés par la numérisation du dictionnaire universel dans la version de Banach de Beauval, parce que c'est sur celle-ci que le projet s'est concentré pour commencer. Voici à présent une image du texte. Donc, vous en avez vu une plus tôt à la diapositive 4, mais là, on va entrer un petit peu en détail. On va voir quels sont les défis de la transcription. Donc, imaginez que vous êtes vous-même devant Transcribus avec ce type de texte. C'est en gros ce que vous allez avoir dans les documents sur lesquels je vais vous demander de travailler. Et on va observer ensemble quelques pièges qui peuvent se poser par rapport à la transcription. Une définition du mot structure, je n'ai pas tout à fait choisi au hasard, mais c'est une définition relativement, une entrée relativement courte, mais dans laquelle on va voir plusieurs choses à propos de la structure de ce dictionnaire. Donc, vous voyez que l'entrée de dictionnaire commence avec le mot, ici, donc suivi d'informations grammaticales, puis une définition, qualité d'un bâtiment, la manière dont un édifice est bâti, soit pour la solidité, soit pour la disposition de ses parties. Les structures gothiques étaient plus solides et plus durables, mais elles avaient moins d'agréments que les modernes. Donc là, on n'est plus dans la définition, on commence à la fois à donner un exemple d'utilisation du mot et une information encyclopédique. Le palais de Luxembourg est d'une fort belle structure et bien entendu, un exemple de bâtiment de belle structure. Et puis, vous avez une citation, beau et grand bâtiment d'éternelle structure, superbe de matière et d'ouvrages divers, avec l'abréviation du nom de l'auteur d'où est extraite cette citation. J'entre de nouveau pas dans les détails. Et on a un deuxième exemple, structure du corps humain. Alors, est-ce que c'est un sens particulier? Est-ce que c'est la même chose dans un domaine particulier? De nouveau, je n'entre pas dans les détails. Et là, vous voyez, ici, on a vraiment un deuxième sens. Structure se dit figurément en parlant de la construction, de l'ordre et de l'arrangement des parties d'un discours, etc. Là-dedans, dans cette entrée, on a plusieurs pièges. D'un point de vue de transcription, j'entends, pas d'un point de vue cognitif, même si peut-être à cette occasion, il y a plusieurs mots qui ont pu vous interpeller ou une présentation qui ne vous est peut-être pas très transparente de ce concept de structure. Alors, premier piège, si je puis dire, vous remarquez ici que l'entrée, les lettres sont plus espacées que dans le reste du document. Si vous regardez le reste du document, ce n'est pas aussi espacé, hein. Regardez structure et regardez par exemple qualité, le mot qualité, hein. Vous voyez que dans un cas, on a plus de blanc et pas dans l'autre. Alors ceci, un langage typographique, s'appelle le crénage.
Et on peut avoir déjà une première question à se poser: est-ce qu'on respecte le crénage d'origine ou est-ce qu'on n'en tient pas compte sous Transcribus? Il y a il est possible de respecter le crénage d'origine. Pour vos travaux de transcription, je vous recommande de ne pas le faire. C'est un élément de détail, qui est très, très poussé, dont on n'a pas nécessairement besoin, dans un projet de numérisation. Alors, un deuxième piège, tout de suite, ce sont ce qu'on appelle les S longs, qui sont extrêmement fréquents dans la typographie du 16e, 17e, 18e siècle. C'est vraiment à partir du 19e siècle qu'ils commencent à se perdre et que les étudiants ont tendance à confondre avec le F et vous voyez ici, on a l'information grammaticale. Ce que ça veut dire, c'est SF, c'est-à-dire substantif féminin. Substantif, ça veut dire nom, nom féminin. Voilà, donc ça, c'est pas un F. Si vous voyez, la différence est très petite effectivement. Vous avez une barre pour le F et juste une sorte de demi-point à gauche du S long. Et vous en avez partout. Qualité d'un bâtiment, la manière dont un édifice est bâti, EST, soit un S ici pour la solidité, de nouveau un autre S long à solidité, soit pour la disposition de ses parties. Et je m'arrête sur le mot partie. Vous voyez en fait que le S long, il y a une position où vous n'allez pas le trouver, c'est en position finale. En position finale, le typographe va toujours utiliser ce qu'on appelle un S rond, c'est-à-dire notre S normal, pour faire court. Donc, dans toutes les autres positions, structure, en mot suivant, les structures, donc vous voyez que les, L-E-S, S rond, mais le mot suivant, structure, commence avec un S long, finit avec un S rond, et ainsi de suite. Donc, attention, quand vous transcrivez, faites attention, essayez de comprendre le sens de ce que vous transcrivez, hein. J'ai vu très souvent des confusions entre chasseur et chauffeur. Pas la même chose. Il y a 2 S dans le premier cas, 2 F dans l'autre. Lisez le contexte, faites attention au contexte pour, si vous n'arrivez pas à reconnaître dès le début les S longs par rapport aux F, posez-vous la question donc du sens. Une troisième particularité typographique, ce qu'on appelle l'esperluette. Mais aux Pays-Bas, mais même en France, on va pratiquer beaucoup le remplacement de la conjonction «et», c'est-à-dire «et», par cette, forme typographique qui est l'esperluette, qui ressemble au signe de l'infini avec, 2 boucles à la fin. Et ce que vous avez à l'écran, c'est 2 exemples d'esperluette. L'esperluette normale, on va dire, l'esperluette romaine, un caractère romain. Dans, le paragraphe final, l'ordre et la disposition. Voilà, donc là, vous avez une esperluette normale, mais dans les vers «Un mari jeune et de belle structure vous guérira, moi qui jamais ne jure, j'en jurerai», donc la citation de Scarron. Au premier vers, le signe étrange que vous voyez, si je puis dire, c'est, une esperluette en italique, parce que vous voyez que les vers en question, la citation en question est en italique. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec, ceci au moment de la transcription? Eh bien, vous allez donc mettre vous allez mettre une esperluette simple, vous l'avez sur votre clavier, l'esperluette. Dans le cas sur un clavier de Mac, c'est la deuxième touche sur la barre du haut à gauche. Je ne sais pas exactement sur le clavier de PC, mais si c'est un clavier AZERTY, normalement, il devrait être, de la même manière. Donc vous avez l'esperluette sur votre clavier. Je vous demande donc, quand vous voyez ces signes-là, de les remplacer par d'utiliser l'esperluette. Par contre, je vous dis tout de suite, pour les S longs, j'ai oublié de le dire sur la diapositive précédente, sur les S longs, on va les remplacer par des S ronds partout. C'est juste, faites attention, ne vous trompez pas dans la transcription. Un autre problème par le texte, posé par le texte. Donc vous voyez qu'un certain nombre d'éléments de ce que vous avez sous les yeux sont écrits en ce qu'on appelle des petites majuscules.
regardez le deuxième structure, d'accord? Première structure, c'est la vedette, c'est là où il y a le crénage, d'accord? Deuxième structure, vous voyez qu'il y a une vraie majuscule, un début, S, et puis tout ce qui suit après, c'est des petites majuscules. Alors sous transcribus, on n'a pas, il y a un code qu'on peut mettre pour les petites majuscules, mais il ne va pas le reconnaître. Donc il faut faire un choix. Dans, notre cas, le choix va être de transcrire ça en minuscule normale, donc on va écrire pour la deuxième structure, on va écrire le S majuscule et Tructure, on va le mettre en minuscule structure. Par contre, on peut ajouter un anti-slash, PM, anti-slash PM, on va dire que c'est là commencent les petites majuscules et anti-slash PM, là finissent les petites majuscules. Et je vais vous montrer ultérieurement comment on peut générer un texte avec des petites majuscules grâce à cette manipulation. Alors même chose, ça va marcher pour l'italique, hein, on va mettre anti-slash ital, anti-slash ital à la fin pour indiquer ici commence un segment en italique, ici il finit. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler de nouveau dans le cours. Les petites majuscules, donc attention pour à les reconnaître. On va faire la distinction entre majuscule, petite majuscule et minuscule. Un autre aspect, et c'est un vrai piège sur lequel les étudiants perdent souvent des points. Attention aux accents. La manière d'accentuer est différente au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle par rapport à nos jours. Qualité d'un bâtiment, donc de la manière. Vous voyez manière commencer, il n'y a pas d'accent dans manière. Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne, je vous avais prévenu qu'il y a des risques de ce genre. Donc, la manière, il n'y a pas l'accent grave sur le E. En revanche, vous avez un accent bien édifice, hein, début, édifice, et vous avez l'accent circonflexe sur bâti. Donc, on a des accents à l'époque, mais on n'a pas l'accent, très souvent, on n'a pas l'accent grave, on a l'accent circonflexe. Et pour ce qui est de l'accent aigu, vous le trouvez en début de mot, en fin de mot, comme par exemple dans arranger. J'ai mis une flèche vers arranger. Vous pouvez regarder aussi solidité. Hein. Il est en fin de mot. Donc là où le et est prononcé en début à la fin, où il peut y avoir, je ne sais pas si je dois lire solidite ou solidité. Donc j'ai besoin de l'accent pour l'indiquer. Hein. Mais très souvent, hein, dans manière, il y a pas besoin d'accent parce qu'il n'est pas possible de prononcer comme un E muet. Mani, E, re, c'est pas possible. Donc, à l'époque, on ne mettait pas l'accent parce qu'on n'en avait pas besoin. On pensait que les locuteurs vont savoir tout seuls se débrouiller. Attention également au fait qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on utilise souvent les trémas, comme par exemple dans le poème. Alors, bien entendu, E, il y a un tréma sur le E, vous ne le voyez pas très bien sur ces diapositives, mais si vous revenez en arrière sur la première, vous allez voir qu'on voit un tréma et ces trémas aussi servent pour indiquer si une, voyelle se prononce ou non. Un autre élément, ce sont les majuscules. L'usage n'est pas le même à l'époque. Alors, on va trouver les majuscules pour les noms propres, bien entendu, comme Palais de Luxembourg. Luxembourg est écrit avec majuscules. En revanche, vous voyez, j'ai mis une deuxième flèche vers harangue. J'aurais pu mettre une flèche aussi vers poème. Ce sont des noms communs, mais qui sont écrits ici avec des majuscules. Il faut rigoureusement respecter cet usage lors de l'entraînement de transcribus. Dernier élément, attention à la morphosyntaxe. Au XVIIe, XVIIIe siècle, on écrit encore et toi. En fait, c'est pas du tout. Déjà, on ne prononce plus et toi, ni et toué. On prononce déjà été plus solide, mais on continue à l'écrire comme cela. Attention également, par exemple, à s'emploie. On va avoir vous voyez qu'il y a un Y dans s'emploie. On va avoir une tendance à utiliser le Y, la lettre Y, plus souvent que
les autres lettres que dans le français moderne. Donc vous avez vu qu'il y a eu toutes sortes d'éléments auxquels il a fallu faire attention lors de cette, transcription et il faut pas aller vite, il faut pas enfin, on peut aller très vite à un moment donné, mais il faut résister à la tendance de substituer la graphie moderne, notre graphie moderne, à cette graphie de l'époque et ça va être un vrai challenge quand on commence à transcrire sous Transcribus puisque, on est habitué à écrire à la façon moderne, à mettre des accents, à orthographier les choses d'une certaine façon. Non, il faut vraiment regarder ce qu'on a sous les yeux et reproduire le plus fidèlement ce genre de choses. Alors, on laisse de côté un certain nombre d'éléments. On a vu que le crénage, on n'en tient pas compte. On a vu que le S-long, on n'en tient pas compte. Mais tout le reste, l'usage des majuscules, etc., on en tient compte. Je souhaiterais évoquer avec vous maintenant un autre problème qu'on a eu, c'est celui de l'échantillonnage. Transcribus recommande de transcrire entre 5 000 et 15 000 mots, c'est-à-dire entre 25 et 75 pages. Donc, très facilement, au début, on s'était dit, on va prendre 2 pages du début de chaque lettre et on va faire 54 pages. Mais ce n'était pas le bon choix parce qu'en fait, on n'a pas en faisant ceci, on n'a pas rendu compte, en fait, de la variété des structures que l'on peut trouver dans le dictionnaire. On a toujours pris la même structure. En réalité, en fait, on a des articles, qui sont très longs sur plusieurs pages. C'est la diapositive qui est complètement à droite, hein, vous ne voyez pas très bien, mais c'est l'article œil, hein, il commence sur une page et puis ça continue sur plusieurs pages. On a au contraire, des entrées qui sont très courtes et avec un changement très fréquent de section, comme par exemple dans l'image du milieu, qui est extraite de la lettre Z. Vous voyez, on passe tout de suite de la section zen à la section ZEP, à la section ZER. Et puis on a le cas moyen, hein, où on a des entrées modérément longues, moyennes. Alors tout ceci, on ne le savait pas au début quand on a commencé à transcrire le dictionnaire et on a eu un premier modèle qui était pas très bon parce qu'il n'arrivait pas à reconnaître, par exemple, les pages très, très morcelées ou les pages très, très longues. Un autre, élément dont on n'avait pas tenu compte, on ne savait pas que dans le dictionnaire, il peut y avoir des listes, comme par exemple ici, à la lettre P, sous l'entrée poids, Banach donne toute une liste de, valeurs de poids. Ça, on n'avait pas du tout entraîné le modèle au début pour reconnaître, pour gérer ce genre de situation et en général, on s'est également rendu compte qu'on n'avait pas choisi, assez d'exemples de lettres rares, hein. Le modèle fonctionnait mal sur les X, fonctionnait mal sur les Z, il fonctionnait mal sur ce qu'on appelle les AE et OE ligaturés et sur plusieurs autres choses. En conclusion, avant de définir votre échantillon, ce que vous aurez à faire bientôt, vous devez mener une analyse très attentive du texte à numériser et vous devez prendre en compte tout un tas d'éléments. Bien sûr, le nombre de pages, hein, la tendance va être, je vous avais dit, on a besoin de transcrire entre 2 et 3% du texte pour pouvoir mener une campagne d'océrisation. Mais le nombre de pages pour définir ce 3% n'est pas suffisant. Il faut regarder quel est le remplissage des pages. En moyenne, j'ai combien de lignes par page, combien de caractères par ligne. C'est cela qui va me dire si je dois transcrire vraiment 3% ou plutôt 2%. Si j'ai des pages très, très remplies, probablement ça va être suffisant en nombre de mots. On a besoin de regarder, de feuilleter vraiment le livre et de regarder, comment sont les pages. Il y a des pages, plus remplies, moins remplies, je l'ai montré tout à l'heure et il faut toujours recenser d'emblée les particularités typographiques. J'ai d'ailleurs préparé un petit quiz, pour vérifier que vous avez compris quelles sont les particularités typographiques que l'on peut trouver dans un texte de, l'Ancien Régime, comme on disait à une époque et je vous invite à présent de vous reporter à ce quiz. Il va être ouvert sur la même plage pour tous les étudiants, pour qu'il n'y ait pas qui peuvent le faire, plus tôt et d'autres plus tard. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon travail.